Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis là avec Laura, sage-femme. Bonjour à toi Laura, pour nous adresser ensemble avec le docteur Michel Audin à vous, les écoles de sage-femme et peut-être plus. Laura et moi-même, on s'est rencontrés lors d'un séminaire du docteur Michel Audin en juin à Lille en 2024 et j'organise moi ces rencontres avec le docteur Michel Audin parce que moi en tant que femme, maman, quand j'étais enceinte, je me suis trouvée à lire les livres de Michel Audin, ses articles même scientifiques, puisqu'il s'adresse aux scientifiques, aux chercheurs et aux professionnels de la santé périnatale. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'enfin, je rencontrais quelqu'un qui mettait à ma portée d'être humain simplement la compréhension de ce que j'allais découvrir, c'est-à-dire la physiologie de la naissance. Donc, ça a été assez évident pour nous dans cette rencontre avec Laura, sage-femme, et Michel Audin de se dire ensemble, il est évident qu'on a envie, et Michel Audin a envie de transmettre voilà, ces informations, ces recherches, la science avec l'école, les futurs acteurs de la naissance, de ces périodes importantes, charnières. Et voilà, et moi j'organise simplement ces séminaires et je te passe la parole, Laura, pour vous, les écoles. Donc moi, c'est en tant que sage-femme que je m'adresse à vous, en tant que collègue. Et comme tu l'as dit, Sylvie, très justement, notre métier de sage-femme, c'est entre autres avoir la responsabilité d'être gardienne et gardien de la physiologie de l'accouchement. Alors pour ça, il faut s'emparer de ce sujet, le comprendre. Alors pourquoi pas faire tout simplement du lien entre vous, futurs professionnels, et des pionniers comme Michel Audin, l'est dans ce sujet qui est la physiologie à travers de nombreuses études publiées dans Lancet, des études disponibles sur PubMed, une vingtaine de livres. Cet obstétricien de 94 ans nous propose d'en apprendre plus sur la physiologie, de nous questionner sur la manière dont on peut accompagner au mieux ce processus qui est la naissance. Et surtout, il tient à vous adresser un message aujourd'hui. Donc, on va vous laisser avec la vidéo qui suit. Et peut-être que demain, suite à cette vidéo, ça débouchera sur euh, un échange entre vous dans les écoles de sage-femme et lui pour en apprendre encore plus sur la physiologie, thème dont on doit, nous, sages-femmes, s'emparer pleinement. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Bien, merci de m'inviter à communiquer avec les élèves sages-femmes. C'est vraiment une occasion de réunir des gens dont le passé est très différent. Je dois rappeler que j'ai commencé mes études de médecine en 1949, que j'étais étudiant de M. Suzor, bien connu pour son forceps, en 1953, et que depuis cette époque, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, parfois indirectement parce que je suis avant tout chirurgien, mais je me suis occupé beaucoup d'obstétrique. Eh bien, depuis, je m'occupe aussi d'obstétrique et actuellement, je m'en occupe en envisageant ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, merci de m'aider à communiquer avec les jeunes générations. Il y a une différence énorme dans, dans les âges. Les jeunes générations, c'est-à-dire avant tout les élèves sages-femmes. Je vais essayer de résumer ce que j'ai appris en, en trois quarts de siècle. Et dans ce que j'ai appris, ce qui me paraît important et utile pour les jeunes générations. J'ai appris à toujours anticiper. Et quand je parle de anticiper, je, j'évoque avant tout le fait qu'il y a toujours un long délai entre ce que nous apprennent les scientifiques purs et les effets des avancées scientifiques dans les domaines pratiques, en particulier dans l'obstétrique. Et il est important d'anticiper, de prévoir, ne pas
se figer dans le passé, de ne pas être le prisonnier de vieilles questions, toujours être un peu dans l'avenir, parce que les choses vont très vite. Alors, le plus simple, je crois, pour aller vite, pour résumer 75 ans de réflexion, d'observation, c'est de mettre l'accent sur ce qui me paraît important aujourd'hui. Eh bien, surtout pour la génération des élèves sages-femmes, qu'est-ce qui me paraît important? Eh bien, c'est d'anticiper les sujets d'avenir, ceux qui vont être développés dans les programmes pour sages-femmes, pour élèves médecins, pour autres praticiens, dans un avenir proche. Savoir et ne pas s'enfermer dans ce qu'on apprend depuis des décennies, on répète. Il faut savoir anticiper, parce que anticiper des pratiques, c'est aussi transformer ses façons de penser. Donc il faut constamment être un peu dans l'avenir. À notre époque, où tout change à une vitesse surprenante. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de, de l'avenir lorsqu'on est, en particulier, une élève sage-femme? Quels sont les sujets qui vont être d'actualité? On peut presque déjà le dire. Eh bien, il y a un sujet qui, indiscutablement, va être d'actualité. C'est qu'on est en train de comprendre à quel point la flore intestinale joue un rôle dans les fonctions cérébrales, c'est-à-dire dans le comportement, dans les maladies mentales, dans la santé en général, dans les traits de personnalité. On est en train de comprendre cela. On avait sous-estimé, on avait ignoré jusqu'à une époque récente, jusqu'aux avancées toutes récentes en bactériologie, on avait pas imaginé à quelle l'importance de la flore intestinale. Mais ça, il ne suffit pas de souligner ce point-là. Il faut souligner que parallèlement, on est en mesure de mieux comprendre comment s'établit la flore intestinale au début de la vie. Et en particulier, l'importance dans ce domaine, dans la période qui entoure la naissance. Eh bien, là, en disant cela, je me mets dans l'actualité. Il n'y a pas de doute que pour les élèves sages-femmes, ça va être des sujets qu'elles peuvent presque, qui vont être essentiels. Et bien, lorsqu'elles lisent quelque chose de ces sujets, il faut qu'elles fassent attention. Voilà. Alors, par exemple, en ce qui concerne la façon dont s'établit la flore intestinale, eh bien, on apprend soudain des choses toutes nouvelles. Mais pour ça, il faut une attitude interdisciplinaire. Il ne faut pas être figé dans une branche scientifique ou dans une autre. Euh, on apprend, par exemple, l'importance d'un phénomène qu'on ignorait complètement jusqu'à maintenant, c'est que à la fin de la vie fœtale, à la fin de la vie dans l'utérus, le bébé, le fœtus, absorbe du liquide amniotique. Et dans ce liquide amniotique, il y a des flocons de vernix caseosa. Vous savez qu'un bébé humain, on croyait que c'était spécialement humain, j'ai une date récente, naît avec la peau couverte de vernix caseosa. Aujourd'hui, fait nouveau, on aperçoit qu'il n'y a pas que les humains, il y a aussi les mammifères marins. Donc si on veut en savoir plus, il faut regarder les lions de mer et les phoques. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, c'est qu'en fin de la vie fœtale, des particules de vernix caseosa qui couvraient la peau commencent à se détacher dans le liquide amniotique. Et le fœtus absorbe ce vernix caseosa, ces particules, il en absorbe. Et puis dedans, il y a des acides gras importants. Je vais rentrer dans les détails, qui jouent sans doute un rôle essentiel dans la façon dont va s'établir la flore intestinale. Alors, jusqu'ici, on ne peut pas l'étudier dans l'espèce humaine. Personne ne s'intéresse au vernix caseosa dans l'espèce humaine. Alors, pour ça, il faut dire, mais c'est sans doute la même chose que chez certains mammifères marins. Alors, voilà dire comment un sujet, tout d'un coup,
peut intéresser celles et ceux qui s'intéressent à la naissance des bébés humains. Il y a une porte nouvelle. Nous avons des points communs avec des mammifères marins et des sujets qu'on négligeait. Il y avait dans les livres classiques d'obstétrique, eh bien, souvent il y avait deux lignes sur les vernis caseux, ça n'intéressait personne. On l'essuyait, puis on le jetait. On disait que les humains, ça ne sert à rien. Mais tout d'un coup, voilà l'avenir. Alors tout ça, c'est essentiel puisque ça implique une compréhension nouvelle, un élément d'une compréhension nouvelle de la façon dont, dont se prépare la flore intestinale qui est si importante, et qui est si importante pour d'autres raisons. La façon dont elle s'établit, c'est important, c'est qu'on est dans une situation complètement nouvelle. Jusqu'à une époque récente, les femmes mettaient au monde leurs bébés là où elles vivaient. C'est-à-dire que les bébés naissaient dans un environnement bactériologique familier, très diversifié, familier donc amical. C'était comme ça. Et ça jouait un rôle dans l'établissement de la flore intestinale. Le bébé avait en quelque sorte, les mêmes anticorps que sa mère, parce que les anticorps traversaient le placenta, etc. Et eh bien, jusqu'ici, on ne s'y intéressait pas beaucoup. Soudain, on est obligé de se dire, si on s'intéresse à l'établissement de la flore intestinale, que la plupart des bébés, aujourd'hui, ne naissent plus dans un environnement bactériologique diversifié, familier et donc amical. C'est nouveau. Donc voilà, en quelques instants, tout ce qui m'évoque deux avancées scientifiques d'actualité qui n'ont pas encore pénétré les milieux, pas pénétré profondément les milieux obstétricaux, c'est encore dans le domaine scientifique. Tout ça, c'est plutôt dans la littérature scientifique, plutôt que dans la littérature médicale qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut le trouver. Donc voilà un exemple que je voulais donner pour souligner à quel point il est important aujourd'hui d'être constamment tourné vers l'avenir. Il y a beaucoup d'autres raisons de réaliser que la façon de naître des bébés, euh, elle est complètement différente de ce qu'elle était dans le passé et complètement différente de ce qu'elle va être sans doute dans l'avenir. Il y a bien d'autres sujets, mais il y a un sujet qui est aussi extrêmement important, sans doute pour l'avenir. C'est ce que permet de comprendre aujourd'hui la neurophysiologie moderne. Vous savez que ce qui caractérise l'être humain par rapport à tous les autres mammifères, sauf les dauphins, tous les autres mammifères, c'est la complexité et l'extraordinaire développement de notre nouveau cerveau qu'on appelle le néocortex, qui est d'une puissance incroyable. C'est ce qui rend les humains tout à fait spéciaux. C'est parce qu'on a un néocortex tellement spécial qu'on peut envoyer des humains dans la Lune, qu'on peut faire des choses incroyables, et qu'il n'y a que les humains qui peuvent accomplir ces exploits. Eh bien, bien sûr, on comprend aujourd'hui mieux en mieux la puissance de notre néocortex, mais, et là c'est nouveau, il va falloir absorber cela. On comprend que le néocortex peut être puissant dans dans deux directions opposées. Il peut être puissant en tant qu'aide pour nous aider à nous renseigner sur l'espace, le temps, à communiquer. Il peut être puissant pour aider. Mais, et c'est ça le fait nouveau, qui est essentiel à comprendre, qu'il va falloir comprendre des années qui viennent, c'est que le néocortex peut être aussi puissant pour inhiber des fonctions sensorielles.
pour gêner. Il peut être puissant pour aider, il peut être extrêmement puissant pour inhiber, pour gêner, pour empêcher. Alors, il y a une étude qui a été pour moi très importante pour préciser ce fait et l'élargir. C'est l'étude sur l'odorat. Euh, on a montré, c'est que l'odorat humain est relativement faible. Mais alors, c'est une étude euh, très, très correcte sur le plan technique, valable, mais simple et facile presque à répéter. C'est que si on boit du vin, si on boit une boisson alcoolisée, qui réduit notre activité, notre contrôle néocortical, notre sens de l'odorat est plus fort. Voilà. Ben, voilà une, un fait extrêmement important pour comprendre le reste. C'est un point de départ. Notre néocortex peut inhiber les fonctions physiologiques. Alors, l'important maintenant, c'est de rassembler les fonctions physiologiques qui peuvent être inhibées par l'activité du néocortex. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y en a une, c'est l'accouchement. L'accouchement, c'est un exemple de fonction euh, physiologique qui est inhibée, gênée, freinée par l'activité du néocortex. Alors, partir de là, je ne vais pas faire de long discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que quand une femme accouche, il faut qu'elle arrête de penser. Il faut que son néocortex se mette au repos. Il faut qu'elle soit protégée contre ce qui stimule ce nouveau cerveau. Protégée contre le langage, contre les effets de la lumière qui attire l'attention, euh, le fait de se sentir observé, etc. Tout ce qui est socialisation, ça stimule le néocortex. Eh bien, voilà un autre exemple oui, de, de tournant dans lequel nous sommes, mais tournant que l'on peut comprendre à condition, euh, à condition de précéder ce qui va se publier dans la littérature professionnelle. Pour l'instant, c'est purement scientifique. Eh bien, ce que je voulais souligner, c'est que aujourd'hui, ceux qui vont se diriger dans des professions, en particulier les sages-femmes, qui impliquent l'accouchement, doivent être curieuses, précéder l'actualité, comprendre, parce que, bien entendu, les programmes scolaires sont en retard par rapport aux avancées scientifiques. Les programmes scolaires ne peuvent pas du jour au lendemain s'adapter aux avancées scientifiques. Donc il faut précéder les changements dans les programmes. Il faut toujours se tourner vers l'avenir. Ça veut dire souvent, c'est pas seulement acquérir des connaissances nouvelles, mais c'est changer de façon de penser. Penser autrement. Penser autrement. Par exemple, jusqu'à présent, on parle toujours d'aider les femmes à accoucher dans les milieux de naissance naturelle. On dit aider pour, etc., contrôler, guider les médecins et les management, donc coaching dans d'autres milieux, etc. On veut aider. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On ne peut pas aider un processus involontaire. Au contraire, ce qu'on peut faire, c'est le protéger. C'est changer de façon de penser. C'est le protéger contre ce qui peut le perturber. Alors, ça veut dire qu'il faut non seulement anticiper des données scientifiques qui sont en germe, qui, qui, qui sont déjà compréhensibles dans les milieux non professionnels, purement, purement scientifiques, mais il faut se préparer aussi pour des façons de penser. Et une façon de penser très simple, il ne faut pas aider les femmes à accoucher, il faut les protéger contre ce qui peut les gêner. Voilà ce que je veux dire en quelques instants aux élèves sages-femmes et à toutes celles, bien entendu, qui ont des raisons de s'intéresser particulièrement, mais en fait, c'est culturel, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse à comment on va évaluer nos compréhensions
de cet événement clé, cet événement critique dans la vie humaine, qu'est la période de la naissance. Alors, merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer en face d'élèves sages-femmes des réflexions que j'ai mûries en 3/4 de siècle. C'est pas facile, mais c'est faisable de résumer tout cela. Merci.